MOH pour Rap Elite, interview, l'art des mots, l'album le 25 mars. MOH, Comment va? ça va et toi? Tranquille? Ça va, ça va, ça va. T'habitues au temps parisien, ça va? Ouais, tu sais, à un moment donné, à force de monter à Paris, je commence à prendre l'habitude. Hein. Ouais. Tranquille. C'est vrai que tu montes régulièrement à Paris. Ouais, Ça fait longtemps que tu rappes, les gens ils peuvent pas forcément le savoir, mais t'avais un groupe avant. c'est ça, T'as aussi fait des projets en solo. c'est ça. Mon manuscrit, la mixtape King Kong volume 1, t'as aussi sorti un projet avant cet album. Oh là là, avant l'album. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, comment c'est que t'aimes bien le foot? Logiquement, t'es supporter de Marseille. Tu te situerais où dans cette Ligue 1 qui est le rap? Franchement, moi, personnellement, je peux pas me situer. Hein. C'est plutôt les gens, le public qui vont me situer. Mais si moi, je dois me situer, je fais partie du... Je rentre dans le vrai jeu, là. Ouais, je rentre dans le vrai jeu, là. Ouais. Tout ce que j'ai fait avant, c'était national, D2, il fallait faire ses preuves. Vu que je suis en indépendant, en plus, je devais faire mes preuves. Et on ne connaissait pas réellement le game. Avec mon manuscrit, on a fait un bon projet, mais on ne connaissait pas le game. On ne savait pas par qui passer, par où passer. Et maintenant, là, l'art des mots, là, on rentre dans le vif du sujet. Donc là, je pense qu'on est dans le vrai jeu, là. Bah ça se sent. Et même quand on écoute cet album, on ressent quand même une certaine lassitude ou un certain dégoût du milieu, mais pourtant t'as pas encore connu de gros succès commercial. Comment t'expliques ça? Comment t'expliquer? Le milieu en lui-même, en fait, il est hypocrite. C'est malheureux à dire. Et j'ai même pas envie de parler de ça, réellement. Je te dis sincèrement, j'ai pas envie de parler de ça. Mais voilà, c'est faux. C'est faux. Et j'aime pas. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Ouais, je suis vrai, je suis humain. Et quand tu vois que tout le monde n'est pas vrai, donc voilà, tu te renfermes. Je me suis renfermé à un moment, une période, j'étais un peu écœuré. Mais bon, j'ai bien soufflé, j'ai bien respiré, je suis revenu à la guerre. Parce que t'aimes trop le rap, comme tu dis J'aime dans le rap, le morceau ouais. avec Soprano, c'est une addiction. Ouais, je suis un drogué du son. Sans son, je pète un câble. Hein. Sérieusement? Vraiment, je pète un plomb. Ah ouais? Si je fais une semaine sans studio, je deviens fou. Je suis À pas ce bien. point-là? Ouais, je suis vraiment pas bien. Tu peux demander à mes managers. Oh, le studio, ouvrir le studio. Ouais, mais l'ingénieur, il est pas là. Ou tu sais, des fois, il y a des galères. Ouais. Non, il faut que je rentre en studio, impérativement. Parce que j'ai trop d'idées, j'ai trop d'inspiration. Et il faut que je crache tout ça. Et ça te permet de te détendre, de quoi un peu? C'est une thérapie, le rap, pour moi. Hein. Ouais, c'est une thérapie, on peut appeler ça comme ça. Ouais. Tout ce que je ressens, je le crache au micro. Après, ça va mieux. C'est comme un boxeur. Hein. J'aime bien dire ça. Je suis comme un boxeur, en fait. Le boxeur, quand il rentre dans le ring, tu vois, quand il sort, il est calme, il est posé, quand il a fait son combat. Tu vois, les boxeurs, leur attitude, ils sont calmes, ils parlent gentiment, calmement. C'est exactement ça. Moi, quand je suis rentré dans le ring, en cabine, quand j'ai tout envoyé, je ressors, je suis au calme. Bah, on le ressent même dans tes clips, que ce soit dans Ketama ou Vatos Locos. T'as une certaine hargne en fait quand tu rappes la rue, alors que ça n'a rien à voir comment on peut te voir là, t'es plutôt posé. C'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est ça, c'est une boule de nerfs. Je suis une boule de feu en fait. Et je suis obligé d'enlever petit à petit, j'enlève. Et quand je crache tout ça au micro, ben, ça m'enlève tout ce que j'ai à l'intérieur. Et je le partage avec le public, avec les autres. Et c'est grâce à la musique que je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à être une boule de feu, tu vois. Quand j'entends tous les gens se reconnaissent dans mes titres, bon, pas tous les gens, mais beaucoup de monde, et je me dis, putain, c'est le top, je suis pas seul en fait dans cette merde. T'es pas seul, ouais, ça te rassure. Dans cette merde, ouais. Ça te conforte en fait, c'est ça? C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle Schizophrène 2 sur cet album. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs morceaux de l'album. Et je pense que c'est le morceau clé de l'album, c'est-à-dire que on te sent perdu entre un rap de rue dur et sans concession, et un rap beaucoup plus responsable. Et que tu te parles à toi-même. C'est exactement ça. Parce que je suis perdu entre les deux. Tu vois, MOH et Mohamed. Tu vois, c'est deux personnes en une, et je suis perdu entre les deux. Un jour, j'ai envie de tuer tout le monde. Le lendemain, j'ai envie d'aider tout le monde. Tu vois le délire? Et perdu dans tout ça. Et ma musique, c'est pareil. Dans ma vie personnelle, c'est pareil. C'est perdu entre les deux. Il y a le méchant, mais dans l'absolu, et il y a la gentillesse dans l'absolu, tu vois. Que genre, mon plat, je vais le donner. Si tu as faim, je vais te le donner. Je vais pas le manger. Je préfère te le donner, te voir manger. Si tu as faim, eh ben, moi, je vais être content, même si j'ai pas bouffé. Tu vois le truc ou pas? Mais comment ça, c'est le super gentil. Mais comment tu arrives à gérer tout ça? Parce que c'est vrai que cet album, il y a soit des sons de rue, soit des sons beaucoup plus ouverts dont on va parler tout à l'heure que tu n'as pas forcément exploité tout de suite. Mais comment tu arrives à gérer ça?
En fait, quand je rentre en cabine, je réfléchis pas, plus plutôt. Je réfléchis plus et j'écris plus. Donc maintenant, j'ai atteint un stade que j'écris plus mes textes en fait. J'arrive, j'ai mes prods, j'ai mes trucs, je rentre en cabine et j'envoie. Donc ça dépend de l'humeur du jour. Des fois, j'arrive blasé ou bizarre, ou je vais piocher dans mes prods et tout, j'appelle mes beatmakers. Je dis là, ces temps-ci, là, aujourd'hui, là, je me sens pas bien, il me faut un son tranquille, là, il faut que j'envoie. Et hop, je rentre en cabine, je rentre dans mon délire, parce que je suis un peu bizarre, je suis un peu fou. Je rentre dans un délire de malade, et go, et ça fait un titre. Mais quand tu es arrivé à la fin de cet album, quand tu as vu tous les titres que tu avais fait, est-ce qu'il y en avait plus? Est-ce qu'il y en a que tu as sélectionné, que tu as écouté? Parce qu'il fallait faire un équilibre juste entre Mohamed et MOH. Parce que si, on va dire une période où tu as fait que du sale, et après une période où tu as fait que des sons beaucoup plus ouverts, comment ça s'est passé? Ça s'est passé exactement comme ça. Parce que j'avais une période sale, une période vraiment sale. C'était la méchanceté absolue. Franchement, j'étais sale. Hein. Et j'ai que des titres sales. 20, 30, 40, je ne sais même pas combien il y en a. Et à une autre période, j'étais un peu plus posé. Donc, on a choisi les meilleurs. On a essayé de faire un mix. On a travaillé pour faire un track listing. Moi, je mets du temps. Je mets du temps, pourquoi? Pour tenir l'auditeur. Ça veut dire que je ne vais pas tout lui jeter. J'ai des titres, je lui jette tout. Non. La une, après c'est calme, après c'est doux, après ça revient, après c'est dur. Il faut garder l'auditeur. Ouais, t'es obligé d'équilibrer, de rythmer D'équilibrer un album, ouais. Et en plus, moi, mes albums, c'est des 20 titres. Ah, mais c'est ça. Moi, je reste sur ça, en fait. Le manuscrit, c'était 21. Là, je suis sur 20. Et le prochain, ça sera 20 encore. Pour te dire, c'est encore très rare de voir dans le rap, et même, je veux dire, dans la musique en général, des albums de 20 titres. 20 titres, ouais, ça peut même paraître long pour certaines personnes. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est pas long. C'est quoi? C'est pas long. C'est pas long, en fait. Si tu arrives à garder l'auditeur, tout l'album, victoire. Victoire, mon pote, tu as gagné. Tout un album. Parce que personnellement, là, je ne sais pas quel artiste peut moi, en tant qu'auditeur, je ne sais pas quel artiste peut me garder tout un album. De rythmer le projet. Tu vois, si tu es un rappeur dur, tu ne vas pas mettre que du dur. Parce qu'à un moment donné, la 1, la 2, la 3, la 4e, tu me lâches, moi. Bon, je ne parle pas de moi, mais l'auditeur, tu vas me lâcher. Général, ouais. Il va dire, c'est bon, trop de dur, c'est bon, stop. Ouais. Si c'est trop calme, la 1, la 2, la 3, à un moment donné, c'est bon. Je te dis, oh, tout un album comme ça, tu vas péter un câble. Tu vois. Donc voilà. Mais comment t'expliques que ton album, il y ait beaucoup de titres, tu nous as dit 20 titres, et les sons que tu as envoyés, c'est plutôt des sons avec une texture assez sombre, alors qu'il y a plein de perles dedans, mais que tu n'as pas forcément exploité? Parce qu'en fait, c'est mon deuxième album, et mon public, il réclamait du sale. Il voulait du sale. Donc j'étais obligé de revenir avec du sale. Ouais. Et après, ceux qui vont acheter l'album, ils vont voir qu'à l'intérieur, il n'y a pas que ça. Il y a autre chose, il y a des nouveaux délires, j'ai tenté. Il est éclectique, l'album, tu vois. On a peut-être 2-3 semaines de la sortie de l'album. T'as pas des regrets en te disant, peut-être que j'aurais dû envoyer plutôt quelque chose d'un peu plus éclectique? Non, personnellement, j'ai aucun regret dans ce que je fais dans ma musique. Je regrette pas. Si je l'ai fait, c'est que je devais le faire comme ça. Si je me suis manqué, ça m'apprendra. La prochaine fois, je fais mieux. Tu réfléchis comme ça, toi? Ouais, c'est ma mentalité. Et mon équipe aussi, on travaille comme ça. Si on l'a fait, on va pas chialer parce qu'on s'est manqué sur un coup. Ouais. On s'est dit, putain, merde, on s'est manqué, on va faire mieux le prochain coup. On apprend de nos erreurs. Ouais. Parce que si tu es là à chialer, ouais, putain, on n'aurait pas dû, on aurait dû. Oh, c'est bon. On s'est manqué, c'est bon, la prochaine, on fait mieux. Tu prends note, mais tu sais. Je prends note, la prochaine, je fais pas comme ça. Je fais autrement. Le morceau avec Soprano, dedans, tu dis qu'il t'a appris à écrire, il me semble. Ouais, c'est vrai. Tu peux nous raconter ça? Alors, l'histoire. Soprano, il était avec une fille de mon secteur. Et j'allais voir cette fille-là. Mais je te parle de ça, c'est à l'ancienne. Hein. Et j'allais voir cette fille-là. Et vu que c'était un rappeur de quartier, connu dans les quartiers nord et tout. Et moi, j'étais un petit, je venais de commencer. Et je demandais, tu peux me le présenter, vu que je la connaissais, la fille. C'était une grande de mon secteur. Tu peux me le présenter et tout. On veut lui demander des conseils. Ouais, attends, la prochaine fois, ouais, ça va, la prochaine fois. Et j'insistais, parce que je suis dur, hein. Ah, je suis dur, j'attendais devant chez elle, j'attendais jusqu'à 23h, jusqu'à minuit, j'attendais devant chez elle, tu voyais un petit comme ça. J'étais là, alors, c'est bon, tu lui as dit et tout. Déterminé. Tu vois, mais t'inquiète. Et c'était en plein, il commençait à être connu de ouf, tu vois. Ouais. Et à partir de là, elle me l'a présenté 1 fois, 2 fois. 3 fois, et on lui a montré notre motivation, on voulait qu'il nous aide à écrire et tout. Mais il n'était pas connu encore nationalement, c'était plus le sud et tout.
Et à partir de là, voilà, il a commencé à nous apprendre les premières rimes, les premières mesures. Et c'est parti de là. Mhm. Il n'y a pas tout le monde qui le sait. Ouais. Et c'est maintenant que je le dévoile, en fait. Ouais, c'est vrai, bah ouais. Ouais. Je ne l'ai pas dévoilé, je voulais pas voilà, quoi, me servir de ça, ou je sais pas. Quoi. Je sais pas comment le public peut le prendre, mais je voulais pas le dévoiler. Mais maintenant, j'avais envie de le dire, en fait. En fait, il t'a appris les bases, Ouais, c'est ça. mais après, textuellement, t'as construit ton Bon, univers. après, j'ai continué tout seul à travailler dans mon coin. Parce qu'après, sa carrière, elle a pété. Donc, on ne pouvait plus trop se voir. Donc, on a continué dans notre coin avec mes gars, la Soli. On a travaillé dans notre coin. Mais ils surveillaient toujours, tu sais, De loin. pour voir de loin, pour voir ce qu'on faisait, tout ça. Mhm. C'est une histoire de ouf, quoi. Ouais. Et en parlant des anciens qui aident les plus jeunes, c'est quelque chose qui revient souvent dans cet album. Dans Oh là là, tu dis plus aucun savoir-vivre, on dégrade les locaux. Et dans On est dans la coco, tu dis génération, tu agonises, ils te filment en mangeant des brownies, c'est la fin. Mais toi, comment t'expliques cette perte de valeur, cette perte de principe, cette perte presque d'humanité chez les plus jeunes, mais pas que? De ton point de vue d'ancien maintenant, parce que tu as quand même un âge avancé. Je sais pas, on a atteint un stade avec tout ce qui se fait, tous les réseaux sociaux, tout ce mélange-là. On a atteint un stade que les petits n'ont plus trop de valeur, ils n'ont plus de principes. Et les grands, on ne leur a pas éduqués, ou on a oublié de les éduquer, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait. Il s'est passé quelque chose. Il y a une cassure Il y a entre une générations. grosse cassure ouais, entre les générations, tu vois. La nouvelle et la nôtre, on va dire. Et la plus, je ne sais pas comment te l'expliquer. Parce que ça se ressent en fait dans Mais l'album, on ressent t'en qu'il parles en fait. s'est passé quelque chose. Ouais. C'est pour ça que moi j'aime trop parler avec les jeunes. Les minots, je peux m'arrêter dans la rue, ouais, moi je m'arrête, je discute, tranquille, tu vois. Tranquille, tu peux me voir au quartier, il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais, Et je parle avec eux pour savoir. Mais je leur pose pas des questions. Je leur fais pas la morale. En fait, Je veux t'échanges. juste parler. Voilà, je parle. Je vais au café, je vais au bar de mon quartier ou de mon secteur et je discute. Et je me dis, oh putain, il se passe ça. Hein. Oh putain, ça va pas, il se passe ça. Et tout ça, ça m'inspire en fait. Et qu'est-ce qui ressort? C'est quoi? C'est l'appât du gain? C'est les conditions compliquées de vie? Dans mon secteur, surtout dans les quartiers nord, ouais. Ouais, c'est c'est dur, c'est vraiment dur. Pas de travail, pas de... Il y a rien, il y a rien. Il y a du boulot. Si tu veux vraiment, tu peux trouver du boulot, tu vois. Mais c'est pas facile. Surtout venant des quartiers nord, c'est pas facile. On est dans les hauteurs de Marseille. En plus, par rapport à toutes ces réputations qu'on a, les gens de quartier, on les prend plus trop. Dans les boulots, tu laisses ton CV, c'est impossible, on te rappelle. Si c'est marqué un quartier, dans le CV, c'est marqué quartier nord. Bon, c'est pas marqué quartier nord, c'est marqué, exemple, moi, c'est marqué la Soli. Ouais. Non, laisse tomber, impossible. Et toi, ça peut être possible, mais il faut avoir un piston de ouf. Et toi, comment t'as fait justement pour pas céder à ce genre de choses? C'est la musique qui t'a sauvé? C'est quoi? C'est la musique. Ou C'est t'étais la pas musique, comme ça m'a tenu, la musique. Parce qu'en fait, à la base, j'étais un joueur de ballon, moi. J'étais un joueur de foot. J'étais bien parti et tout. Et finalement, arrivé à 18 ans, ouais, j'avais plus de club, tout ça. Donc, j'avais que la musique. J'avais que ça, en fait, qui me tenait. L'école, ça ne m'intéressait pas. Tu vois. Et j'ai tenu, j'ai tenu. Après, j'ai dévié. Je ne vais pas te dire que j'étais le plus sain, le plus halal, tu vois. J'ai dévié, mais il y a la musique qui m'a tenu et il y a l'éducation de ma famille aussi. C'est le plus important. L'éducation, j'ai été éduqué à la dure. C'est vrai qu'il y a un morceau qui s'appelle Endors-toi, un des morceaux que tu n'as pas forcément exploité. Exploité, mais je vais l'exploiter. Voilà, il me semble que tu parles de ta mère. Ouais. Et ce morceau-là, il t'est venu comment l'idée de l'écrire, sachant que tu avais déjà fait des projets avant? Ouais. Pourquoi maintenant et pas avant? En fait, ce titre-là, c'est quand j'ai eu la maturité de le dire. Parce que c'est pas facile de parler c'est pas facile de... Surtout quand on vient de quartier, c'est pas facile de parler aux gens que tu aimes et leur dire que tu les aimes. Comment? Tu vois, on est des gens de quartier. Très pudique. On est pudique, on est respectueux. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'on n'arrive pas à dire nos sentiments. Je l'ai fait sur un titre et j'ai dit à des personnes que j'aime, je leur ai dit que merci pour votre patience, merci pour tout ça, tu vois. Merci parce qu'il fallait tenir, parce que la musique, c'est pas évident. C'est plein de galères, c'est plein de bordel, parce que les petits croient que tu viens, tu perds, ça y est, c'est réglé. C'est une galère pour réussir dans le rap. C'est une galère, tous les petits veulent réussir dans le rap. Ouais, je vais être rappeur. J'ai dit à mes petits des quartiers nord, les gars, vous croyez que c'est le bordel ou quoi? Vous croyez que la vie c'est comme ça? Ah ouais. Vous allez galérer, et peut-être que vous n'allez pas percer, peut-être vous êtes allez, 100 000, il doit en avoir 3 ou 4 qui vont percer dans vous tous là. C'est comme le foot limite. C'est comme le ballon, encore pire. Ouais. Tu vois? Et c'est pour ça qu'ils sont pleins de rêves, les petits. Mais je préfère qu'ils rêvent à autre chose. Tu le dis dans l'album que tu conseilles aux petits de pas forcément se lancer dans le rap. Personnellement, moi, si je parle à mes petits, en tant que rappeur, ne vous lancez pas dans le rap. Faites autre chose. Parce que vous allez vous perdre. Et c'est pas facile. Il faut être fort mentalement pour tenir dans le rap. Faut être fort. Pourquoi?
Parce que c'est dur. Il faut être patient, faut avoir, peut-être tu as ta chance, peut-être tu vas rater ta chance, peut-être qu'on ne va pas t'aider, peut-être que tu as le talent, mais les portes ne vont pas s'ouvrir. Il y a plein de délires de fou dans la musique. Tu vois. Après, ça reste mon point de vue. Donc moi, j'ai toujours conseillé à mes petits qui voulaient se lancer et tout, faites ça, vous êtes minots, vous avez envie d'écrire 2-3 rimes au quartier pour rigoler. Tous les mecs de quartier ont rappé au moins une fois dans leur vie pour rigoler, tu vois, pour le délire, tranquille. Mais ne visez pas loin, ne cherchez pas, à part si vraiment le minot il est talentueux. Si vraiment le minot il a un truc en plus, allez vas-y fonce, tente ta chance. Si ça marche pas, allez bascule. Va de l'autre côté, cherche autre chose. En fait, il faut avoir une porte de sortie vite. Faut pas se dire que c'est grâce au rap que... Ouais, parce que les petits pensent que grâce au rap, le rap, je vais percer, je vais être blindé, je vais être bourraga. Non, oh mon cousin, c'est pas comme ça, c'est petit à petit. Hein, tous les gars qui percent actuellement, là, ils ont galéré. Tu vois, c'est ça, ils n'arrivent pas à voir ça, les jeunes. Les jeunes, la nouvelle génération, allez, les tout petits là qui viennent d'arriver, qui me voient. Les petits de 10 ans, 11 ans... Ils me voient à Marseille, dans les rues de Marseille. Oh, ils sont fans de ouf, tu vois. Mais ils viennent d'arriver. Ils ne savent pas comment j'ai galéré pour atteindre ce stade. Tu vois, des hauts, des bas, des trahisons, c'est Empire, le bordel. Tu vois ce que je veux te dire? On parle dans Amitié gâchée, des trahisons. Ouais, des trahisons. C'est le bordel, hein. Ah ouais? Ah ouais. C'est à cause de la musique que les gens parlaient sur toi. Ah ouais, bordel. C'était vraiment un bordel. Hein. Ah, surtout mon manuscrit, parce que mon manuscrit... dans le sud, il avait pété, tu vois. Il a fait son effet. Ouais, il a fait son effet de ouf. Et vu que j'étais pas en maison de disque, j'étais pas pistonné par un tel, et que j'ai une grande gueule, ça fait des jaloux, tu vois. Et il fallait tenir le coup, tu vois. Il fallait tenir le choc. Parce que moi, quand j'ai sorti mon album, je savais pas, personnellement, je savais pas l'effet que ça allait faire. Et quand j'ai vu que ça a pété, ça fait un boom. J'ai dit, oh putain, c'est chaud, mon cousin. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens-là, ils aiment ce que tu fais. C'est sérieux? Truc de fou. Ouais, j'étais choqué. J'étais choqué. T'étais pas prêt, en fait? Perso, ouais, j'étais pas prêt. Je savais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Je savais pas, personnellement. Mais après, tant mieux. Je me suis dit, putain, je suis pas seul dans mon bordel. Parce que moi, j'ai toujours cru que j'étais seul dans ma folie. Parce que je suis bizarre dans ma tête. J'ai toujours cru que j'étais seul. Et là, je me suis rendu compte que, putain, on souffre tous, on galère tous, on gamberge tous. Tu vois? Et ta musique peut parler aux gens, il y a des gens qui se reconnaissent. Ouais, putain. Mais c'est ça qui te fait tenir. Même si, par exemple, je sais pas, excuse-moi de te couper, moi, si tu prends pas forcément beaucoup d'argent grâce à ta musique, tu te dis que grâce au fait que tu parles aux gens, ça te fait tenir psychologiquement, ça te donne de la force. Ouais, en fait. c'est ça, mais c'est énorme. C'est énorme, ça me donne une force de malade. Une force de malade. Je reçois des messages de fou sur Facebook, sur Snap, des trucs touchants. Mais vraiment des trucs touchants. Une petite anecdote. J'ai reçu un message d'un jeune, là, tu te rappelles, on avait posté ça. Je l'ai screené, je l'ai posté. Tellement c'était un truc de fou. Le jeune, il me dit, tu m'as donné tellement de force. Il m'a envoyé un message. Il me dit, bon, je vais t'expliquer rapidement. Hein. Il m'a dit, tu m'as donné tellement de force quand j'étais minot. Je ne savais pas quoi faire, je voulais charbonner, je voulais tout niquer, je voulais faire l'école, je ne savais pas. Il m'a dit, j'ai écouté ton album, mon manuscrit. Il m'a dit, actuellement, il m'a dit quoi? Actuellement, je suis bac plus 5. Et je prévois de faire des trucs de ouf. Il m'a dit, parce qu'à cette période-là, j'avais ton album. Et ton album, elle m'a aidé à tenir le coup. Tu vois, la période 16-17 ans, où c'est bien. sais pas. Ouais. Eh ben, il a dit, grâce à ton album, j'ai tenu le coup et maintenant je suis un bac plus je sais pas combien. Il prévoit de faire je sais pas quoi. C'est fort, ça. C'est énorme. C'est mieux que de l'argent. Personnellement, quand je reçois des messages comme ça, c'est mieux que de l'argent. Je préfère que tu m'envoies ça que tu me donnes de l'argent. Après, c'est un sentiment personnel. Après, on crache pas sur l'argent. Bien sûr, oui. On est là pour faire de l'argent, on est là pour faire ça reste du business aussi, même si c'est de la musique. Mais ça, c'est bon. Humainement, c'est bon. Ouais. Moi, ça me fait kiffer un truc de fou. Et d'ailleurs, comment on vit cette situation? C'est-à-dire que dans ta zone, dans ta région, tu es quelqu'un de connu. On reconnaît ton talent, on connaît tes musiques, etc. Même on t'arrête dans la rue. Et nationalement, il manque cette explosion. Ouais, il manque cette étincelle. Voilà. Mais on va la trouver, on va la créer. Si on veut pas me la donner, je vais la créer, cette étincelle. Ouais. Tu vois? Parce que souvent, cette étincelle-là qui manque à un artiste, c'est un coup de pouce. Tu vois? C'est souvent ça. Le gars, il est bon, il fait un buzz et tout. Bam, il a un coup de pouce, il explose. Il lui manque le petit truc. Tu vois? Donc moi, on ne veut pas me le donner, personne ne me l'a donné, ce coup de pouce, personne ne veut me le donner. Je vais le créer. Je vais me le donner moi-même. Tu vas te donner les chances d'y arriver. Je vais me donner les chances. Voilà. C'est ça. Parce que quand on ne veut pas t'aider, ou peut-être que, je ne sais pas, on ne sait pas,
tu te débrouilles avec les moyens du bord. Nous, on est là, on a tout fait avec les moyens du bord. Parce qu'on n'avait pas un rang quand on était petit. Hein. On a réussi à créer un studio, acheter des caméras, faire des clips. On a réussi à sortir des albums sur albums, faire des t-shirts, tout ça. On est parti de rien, mais rien. Il n'y avait rien. C'est pas il y a un peu. Rien. Rien. Que dalle. Zéro. On a réussi à créer, on est là aujourd'hui. Et d'ailleurs même, tu fais des clips avec des tournures un peu court-métrage, limite. Donc ça vient d'où? C'est quoi? C'est parce que tu regardes beaucoup de films? Ouais, je suis un fan de la comédie, des comédiens, des humoristes. Je regarde beaucoup de films. Je suis un grand fan. Ouais. Je suis un grand fan. Et on m'a toujours dit, tu as la fibre, hein? Tu as le truc hein, devant la cam et tout, tu as un truc. Quand ton gars il meurt là dans le clip Ketama, tu es là, tu cries, en fait tu es vraiment dedans quoi. Ouais, tu interprètes ton personnage. Je suis à fond, ouais. Je suis vraiment à fond. Et en fait, je veux vraiment faire ressentir ça à l'auditeur. Et ça a marché. J'ai reçu des appels de réalisateurs et tout pour faire des films. Ouais. Par rapport à Ketama, ouais, c'est un truc de fou. Mais même ça, je ne m'y attendais pas. J'ai fait ça de bon cœur. En fait, c'est un réalisateur, un collègue à nous, qui s'appelle Daniel. Il me disait ça, et c'est un réalisateur des quartiers nord, il fait des films. Et on a écrit le court-métrage ensemble, et on s'est lancé, et il me coachait un peu. Il me coachait, il me disait, bon, tu essaies de faire ça, il faut sortir les sentiments, là, à tel moment, il va y avoir tel sentiment, etc. J'ai galéré pour sortir. Mais le plus dur, c'était la scène émotionnelle. Ouais. Là, quand je perds mon pote dans les mains dans le clip Ketama, ça, c'était dur. Il faut sortir quelque chose. Ouais, il fallait le sortir. Mais vraiment, il m'a dit, tu vas chercher dans ta souffrance intérieure, tu vas chercher ce truc-là. Il faut que tu chiales. Je dis, mais tiens, me fous, comment je vais chialer? Je crois que c'est le bordel, quoi. Je crois que je suis Will Smith, mon cousin. Je vais sortir des larmes. Il me dit, tu vas chialer. Après, ça veut dire que j'étais obligé de creuser dans ma souffrance personnelle pour ressortir ce truc. Il y a des gens qui m'ont appelé en pleurs. Imagine quand le clip est sorti. Il y a des gens qui m'ont appelé en pleurs. Une amie, un collègue. S'il me dit, oh, tu vois, là. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je dis, c'est pas vrai. Je dis, bon, ça arrive, mais tranquille. Mais ça veut dire que j'ai réussi mon coup. Tu les as touchés émotionnellement. Ouais. Et tout ça pour dire qu'à Marseille, ça arrive souvent, ça. Tout ça, ce qui se passe dans Ketama. Ouais, après, je l'ai fait jouer, il y avait une histoire, tu vois, c'est un court-métrage. C'est quoi? C'est pour dénoncer, pour constater? C'est pour constater, plus ou moins, que ça tue. C'est chaud, quoi. Marseille, c'est chaud, c'est vraiment chaud. C'est pas des blagues. Quand ceux de l'extérieur se disent, oh, ça a l'air chaud, Marseille. Ouais, je te confirme. En plus, c'est pas évident. Les auteurs de ces faits et les victimes sont parfois de plus en plus jeunes. Ouais, donc c'est ça qui est fou. Ce qui est dangereux, c'est qu'ils sont de plus en plus jeunes. Tu vois? Ils sont de plus en plus jeunes. Ils n'ont pas la notion du danger ou... On sait pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est pas évident. Marseille, c'est pas évident. C'est une ville très dangereuse. Mais attention, je te parle du côté négatif. Mais aussi, non, c'est la plus belle ville de France. C'est la plus belle ville de France quand t'évites les quartiers nord, c'est ça? C'est la plus belle ville de France, excusez-moi les gars. L'office du tourisme, et moi. C'est vrai, parce qu'on parle beaucoup du côté négatif de Marseille. Putain, à un moment donné, ça commence à me rendre fou, moi. Toujours Marseille, oh. Viens manger avec nous, viens au Vieux-Port, viens. Je t'invite au resto, là, en bord de mer. Tu vas péter un câble, tu vas te régaler. Okay, tu vas revenir tout le temps. Après, c'est vrai qu'il y a le côté obscur. Mais bon, on ne va pas parler que de ça. À un moment donné, c'est bon, il faut lâcher le morceau. Il n'y a pas qu'à Marseille qui se passe ça. Sauf que là, c'est médiatisé, donc forcément, ça prend plus de temps. Il n'y a pas qu'à Marseille. Même chez vous, c'est pas évident. Un morceau qui s'appelle Bouna Zied. Ouais. C'est un morceau que tu as écrit plus de 10 ans. Enfin, je ne sais pas quand tu l'as écrit, mais en tout cas, il sort plus de 10 ans après leur décès. Pourquoi tu as voulu écrire un morceau sur ce thème? Perso, parce que quand cette histoire elle s'est passée, c'est il y a 10 ans, j'ai été touché. J'ai été touché personnellement. Pourtant, je suis de Marseille, c'était pas les mêmes histoires, c'est pas le même secteur, mais ça m'a touché. Et surtout quand j'ai écouté la chanson. Quand j'ai écouté la chanson, il y avait tous les artistes. Je me rappelle. Et ça m'a touché parce que je me suis dit, putain, ça aurait pu être moi, toi. Ça aurait pu être tout le monde. Tu vois? Je me suis senti concerné dans cette histoire. Donc ce que j'ai fait après, j'ai travaillé le sujet. Je me suis renseigné, je voulais même contacter des gens là et tout, mais je voulais pas déranger, hein, tu vois. Mais je voulais juste soulever ce problème-là, cette histoire-là. Et je voulais raconter cette histoire aux plus petits. Ah, qui ne savent pas forcément, en fait. Ils ne savent pas forcément. Les plus petits, la nouvelle génération, ils ne connaissent pas l'histoire de Bouna Zied. Nous, on l'a vécu. On était minots, on avait 20 ans, on a vécu le truc. Mais les tout petits, ils ne savent pas. Il faut que ça reste ancré, que ça ne se passe plus jamais, ça. Et tu vas te mettre en image, ce morceau ou... Après, je pense pas. Mais je veux surtout pas que ça dérange, en fait. Tu veux pas faire la récupération? Voilà, je veux juste faire un rappel
une piqûre de rappel. Oh, c'est arrivé à Semino, ça aurait pu arriver à Nomino. Parce que le mettre en image, c'est encore plus fort. Mais C'est après, vrai. c'est Après, voilà, comme après un c'est autre sujet en chose. deux. C'est un autre travail. Il faut faire. Je pense que si on veut aller plus loin, il faut contacter les gens concernés. Et voilà, j'ai pas envie de déranger. Surtout pas déranger en fait. C'est ça le truc. C'est pas un buzz, c'est pas un truc, c'est pas. Non, c'est je voulais juste parler de cette histoire, raconter cette histoire aux petits. Il y a d'autres clips qui arrivent, à part Schizophrène 2. Oui, il y a beaucoup de clips. On va clipper à fond. Cette année, je vais envoyer beaucoup de clips. Déjà, j'ai commencé. Beaucoup de clips, beaucoup de freestyle, beaucoup de shoots. J'ai commencé ma série de shoot 1, shoot 2. Je vais plus mal. Cette année, elle est chaude. Hein. Ah ouais, je préviens le public. Hein. Cette année, je suis chaud bouillant. Je vais envoyer des clips tous les jours s'il faut. Des clips, des morceaux, des freestyle, clip, morceau, freestyle, jusqu'à que je vais créer ma propre étincelle. Tu vois le truc ou pas? On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. D'accord. Et On va se donner la chance. D'accord, c'est bien noté. Et t'as un dernier mot à ajouter, Mouache? Le mot de la fin, il faut acheter cet album-là, L'Art des mots. C'est un album de fou. Mais c'est un album, quand tu vas l'écouter, mon ami, tu vas péter un câble. Mais vraiment, tu vas péter un câble. Mais il faut t'accrocher. Un conseil. Un conseil tranquille. Hein. Quand tu vas acheter l'album, L'Art des mots, tu l'achètes pas, mais quand tu vas l'avoir, il faut que tu t'assoies et que tu t'accroches. Il faut que tu t'assoies, tu mets ta ceinture. Si tu es chez toi, je sais pas, tu t'accroches sur les meubles, tu fais ce que tu veux, mais il faut s'accrocher parce que ça arrache le sol. Hein. L'art des mots, il arrache le sol. Âme sensible, s'abstenir. Parce que si tu aimes le rap zouk, c'est pas ça. Là, c'est de la dynamite. Ah ouais, c'est de la dynamite. Tu vois. Et moi, je l'art des mots. C'est de la frappe de Ketama. C'est de la frappe de Ketama.